Avez-vous déjà terminé un match complètement épuisé en vous demandant pourquoi je suis toujours en retard sur le volant ou pourquoi mes smatchs ont aucune puissance alors que je donne tout ce que j'ai? Peut-être que vous faites trop de fautes directes ou trop de bois, ou peut-être alors que vous vous sentez tout simplement bloqué dans votre progression. Et si je vous disais que vous exploitez probablement que 30% de votre véritable vitesse et de votre véritable puissance sur le terrain? Et c'est pas une blague, j'ai déniché les véritables points clés qui vont vous faire passer d'un joueur banal à un joueur redoutable presque en un claquement de doigts. Dans cette vidéo, j'ai compilé pour vous les 16 points clés qui vont littéralement transformer votre technique. On va passer au crible vos prises de raquettes, votre jeu de jambes et le secret absolu pour générer une puissance explosive sans forcer. Que vous soyez joueur de simple, joueur de double, débutant ou compétiteur, ces astuces vous concernent tous. Alors on ne perd pas une seconde de plus et on commence directement avec la base des bases, la prise de raquette. Avant que la vidéo ne commence, petite annonce, nos volants vont prochainement faire leur entrée. C'est des volants qui sont très résistants et un petit peu moins chers que le marché. Restez connectés, ça arrive très prochainement. On est sur les prises et on est sur le point clé numéro 1, la prise de raquette coup droit. Le meilleur moyen pour l'apprendre, c'est de faire semblant de serrer la main à quelqu'un et de directement attraper votre raquette. Vous glissez le manche dans la main en formant un V, en gardant les doigts relâchés autour du grip, en laissant un petit espace entre les doigts. Je vous montre sans le grip ici pour que ce soit bien visible et voilà ce que ça donne avec le grip saisi. Cette prise est utilisée pour le dégagement coup droit, le smash au coup droit, l'amorti ou le slice coup droit, les lifts coup droit et le jeu au filet en coup droit. Passons dès maintenant à la prise revers. Essayez de la comparer à la prise en main d'une télécommande. Imaginez que vous voulez appuyer sur le bouton principal, vous placez votre pouce bien à plat sur le dessus, avec les autres doigts bien détendus sur le côté. Et c'est la même chose une fois la raquette en main. Voici sans le grip et voici à quoi ça ressemble avec le grip en main. Toujours le pouce placé sur la partie la plus large du manche et le cordage orienté vers le haut. Je vous recommande d'utiliser cette prise revers pour le service revers, le drive revers, la défense de double, mais ne l'utilisez surtout pas pour les revers de fond de cours. C'est d'ailleurs ce que j'avais tendance à faire avant d'entraîner mon revers. J'essayais de prendre le volant en avance et de taper le volant en prise revers. Mais comme ça, on ne peut pas fouetter le volant. Maintenant, dans certaines situations, vous pourriez opter pour une prise fond de cours revers, car la différence entre ces deux prises est très subtile. C'est un juste milieu entre la prise coup droit, où le cordage fait face à ce côté, et la prise revers, où le cordage fait face à l'autre côté. Pour la prise fond de cours revers, le cordage est à mi-chemin. J'ai pris plusieurs séances individuelles avec des pros pour travailler mon revers de fond de cours, et en réalité, j'ai appris qu'il y avait plusieurs prises possibles. Pour l'apprendre, je vous conseille de démarrer en prise revers comme ceci, puis de tourner la tête de raquette dans le sens des aiguilles d'une montre, de façon à ce que votre pouce vienne se placer sur le petit méplat. Pour vous montrer, voici à quoi ça ressemble avec le grip. Vous vous ajusterez sur cette prise pour certains coups en coup droit ou en revers selon votre position. Parfois pour la défense coup droit au revers, si vous êtes en bout de course, c'est cette prise que vous utiliserez toujours pour les coups de fond de cours côté revers. Sauf si vous êtes vraiment en retard côté revers, là c'est une toute nouvelle prise. Si vous êtes vraiment en retard, c'est cette prise-là que vous devez utiliser, la prise universelle. C'est la dernière prise à connaître et c'est celle qui vient le plus naturellement aux débutants parce qu'elle est facile pour frapper. Mais contrairement à ce pourquoi les gens l'utilisent, en réalité, elle devrait servir uniquement pour les revers en retard. Pour cette prise, vous placez le pouce sur le côté de la raquette en pinçant presque les bords avec le pouce et les doigts dans cette position. Et dans le cas d'un revers en retard, il faut que vous placiez votre main en bas du grip pour avoir plus de puissance. Je vais rapidement résumer ces prises. Observez bien l'orientation du cordage. Donc voici la prise coup droit, la prise revers de fond de cours et la prise coup droit universelle. Beaucoup de gestes nécessitent des prises différentes. Ça peut paraître vraiment chiant au début, mais je vous promets qu'avec pas mal de pratique, ça deviendra vachement naturel de changer de prise pour effectuer n'importe quel geste. Les meilleurs joueurs sont tellement habitués à changer de prise et à choisir la bonne qu'ils ne s'en rendent même plus compte. C'est ancré dans leur subconscient et c'est exactement ce qu'on cherche à faire lorsqu'on apprend une nouvelle technique. Maintenant qu'on est bon sur les prises, j'imagine que vous en avez quand même marre d'être toujours en retard sur les amortis ou alors complètement crevé une fois que vous terminez un match. C'est pour ça qu'on va voir les secrets sur le déplacement. Le 5e point clé, c'est de ne pas simplement subir dans sa position d'attente et de rester bien bas et prêt à bondir. Personnellement, j'ai mis pas mal de temps à capter que rester bien bas sur mes appuis me faisait gagner une vitesse folle. Beaucoup de coachs vous diront de rester bas, mais ils ne vous expliqueront jamais comment le faire correctement. Pendant longtemps, j'avais l'impression d'avoir des peaux aux chevilles pendant les frappes. Le vrai déclic pour moi, ça a été de comprendre qu'en restant bien bas sur mes appuis, je gagnais une vitesse de dingue. Mais attention, j'ai fait une grosse erreur au début. Pour m'abaisser, je pliais un peu trop les genoux et je m'asseyais un peu trop également sur mes talons, un peu comme si je faisais un squat à la salle. Sauf qu'en plein match, avec les talons collés au sol, impossible de démarrer. Pour aller plus vite sur le court, j'ai dû corriger ça. Vos jambes doivent devenir de vrais ressorts. Descendez votre centre de gravité, pliez les genoux, mais restez toujours en appui sur la plante de vos pieds. C'est ces petits détails qui vous donneront la capacité de bondir rapidement dans n'importe quelle direction. Je vous conseille de commencer par des routines d'entraînement où vous vous forcez consciemment à garder ces postures. Le 6e point clé, c'est le fait de pousser sur vos appuis de manière rapide et explosive.
Le plus dur pour bouger vite au badminton, ce n'est pas la vitesse de course en elle-même, c'est de réussir à changer de direction le plus vite possible après la prise d'information. Dès que vous voyez le volant partir, votre cerveau sait où aller, mais vos jambes doivent suivre instantanément. C'est pour ça que la qualité de la poussée est essentielle. Trop de joueurs font de grands pas réguliers plutôt que d'être explosifs sur la poussée, puis d'ajuster par la suite. Quand vous poussez, vous devez littéralement vous détacher du sol. Le contact doit être le plus bref possible. Si je vais vers l'avant, je pousse le sol avec la pointe des pieds pour me propulser vite et rusher le filet. Si je dois aller vers l'arrière, j'écrase cette même pointe pour pivoter d'un coup sec et reculer. Il ne doit y avoir aucun mouvement mou. Pour bosser ça, il y a des exercices de jeu de jambes super simples. Les petits pas rapides, un truc que j'ai jamais fait pour être honnête, mais je devrais m'y mettre. Les montées de genoux et la corde à sauter. C'est des exercices que vous pouvez probablement faire chez vous, dans votre salon, dans votre jardin, en fonction de la taille. Et c'est vraiment ce qui va vous aider dans votre vitesse de déplacement sur le court. Le 7e point clé concerne le replacement après les fentes. Avant, j'avais beaucoup de mal à revenir au centre après une frappe au filet, tout simplement parce que mes appuis étaient totalement mauvais. Je faisais souvent deux erreurs. Soit je rentrais la plante de mon pied vers l'intérieur, le meilleur moyen de perdre l'équilibre au passage, soit je mettais tout mon poids sur la plante du pied. Le problème avec ça, c'est que votre genou part trop en avant. Vous basculez vers le filet et c'est physiquement impossible de reculer rapidement derrière. Ce que j'ai changé pour avoir un appui en béton, c'est l'orientation et le point d'impact. Vous devez faire votre fente avec le pied légèrement tourné vers l'extérieur. Et surtout, vous devez ressentir l'effort sur vos jambes. Une fois la fente posée, toute votre vitesse vous entraîne vers l'avant. L'astuce, c'est de ne pas résister brutalement. Laissez votre élan aller un tout petit peu vers l'avant, utilisez votre pied arrière qui traîne au sol pour vous stabiliser, puis poussez un grand coup pour vous replacer au centre. Allez, 8e point clé, je vais vous parler de la récupération en fond de court. Ma plus grosse galère pendant longtemps, c'était de me faire surprendre par un bon vieux service long. Je partais à l'arrière, à l'arrache, je tentais un gros match aveugle pour compenser et je finissais le point totalement hors position. J'ai fini par comprendre que pour corriger ça, le secret tenait en 3 étapes ultra rapides. Étape 1, le démarrage. Dès la prise d'information, à la seconde où je vois que le service est long, je dois pousser extrêmement fort sur mes appuis vers l'arrière et me placer vite derrière le volant. Étape 2, la lucidité. Au lieu de vouloir se matcher comme une brute en déséquilibre, j'ai appris à faire le bon choix de geste en regardant très brièvement comment mes adversaires se sont placés juste après leur service. Et enfin, étape 3, l'attitude après la frappe. Dès que le volant quitte mon cordage, ce n'est pas terminé. Je ne reste pas planté le nez en l'air à admirer mon coup. Je m'oblige à pousser instantanément vers l'avant pour reprendre ma position au centre. Répétez vraiment cette routine à l'entraînement parce qu'avec la pression du match, vous n'aurez pas une seule seconde pour penser à ça. Prise, on est bon. Déplacement, on est bon. Maintenant, il y a un truc qui reste à faire, c'est la frappe. Parce que si vous savez vous déplacer, tenir votre raquette, mais que vous ne savez pas taper, ça ne sert pas à grand chose. Pendant assez longtemps, je pensais que pour frapper fort, il fallait que j'agrippe mon manche comme un sourd. C'est en réalité la pire erreur possible pour générer de la puissance. J'ai fini par comprendre que pour créer cet effet de fouet sec et explosif, tout se passe au bout de vos doigts et absolument pas dans la paume de votre main. La technique que j'applique aujourd'hui a tout changé pour moi. Au début de mon mouvement, ma raquette n'est tenue que par mon pouce et mon index. Tout le reste est complètement détendu. Bon, bien sûr, vous imaginez bien que je tiens quand même la raquette avec les doigts, mais c'est très détendu. Ils tiennent quasiment rien. C'est juste avant de frapper le volant que je déclenche la rotation de mon avant-bras et que je viens serrer violemment le grip avec mes doigts. Et je vous garantis que ce simple mouvement de contraction génère une énergie et une puissance incroyables. Point clé numéro 10, le swing relâché. Dans le point précédent, je vous ai parlé du principe des doigts détendus. Mais ce principe de relâchement ne doit pas uniquement s'appliquer qu'aux doigts. Il doit également s'appliquer à l'intégralité de votre mouvement. L'erreur classique est de contracter ses muscles dès la phase armée pour tenter de frapper fort. Mais c'est pas possible parce que comme ça, vous serez beaucoup plus raide. Résultat, l'épaule se crispera, le coude se verrouillera et le swing deviendra rigide. Crisper votre bras en permanence tuera littéralement votre vitesse. Pour générer une véritable puissance, votre bras tout entier doit agir comme un fouet. La préparation exige une fluidité absolue. Épaules souples, bras décontractés, un grip très lâche tenu presque uniquement par le pouce et l'index. Tout est vachement lâche et détendu et juste quelques millisecondes avant l'impact, vous agrippez et vous venez générer une énorme puissance. Et ce, que ce soit pour un smash ou un simple amorti. 11e point clé, le relâchement pour le revers. Le principe d'élasticité est strictement identique en revers, même si le mouvement est beaucoup moins instinctif pour la majorité des joueurs. Par peur de manquer de puissance, l'erreur la plus commune est de verrouiller son épaule et son poignet pour pouvoir générer plus de puissance. Pourtant, la mécanique est simple et demande avant tout de la finesse. Vous n'avez besoin que de votre pouce et de votre index pour guider la tête de raquette. Le reste de votre main doit impérativement rester détendu. Et c'est juste avant l'impact que la véritable accélération se crée. Effectuez une rotation sèche de l'avant-bras, un peu comme si vous tourniez brusquement une poignée de porte. Et venez contracter vos trois
3 derniers doigts vers l'intérieur du manche. Ne poussez jamais le volant avec un bras raide et lourd. Préparez votre geste avec souplesse, laissez la tête de raquette descendre, puis claquez vos doigts à la dernière fraction de seconde pour faire un revers explosif. Vous avez la bonne prise, vous avez les bons déplacements, vous avez la bonne méthode de frappe en relâché serré, mais le problème c'est que vous n'avez toujours pas tout ce qu'il faut pour pouvoir générer un maximum de puissance. Lors d'un smash ou d'un dégagement, la puissance ne vient pas uniquement du haut du corps. C'est une erreur fondamentale d'oublier son bassin. Pour envoyer une frappe extrêmement lourde, la force doit partir du sol, remonter dans vos jambes, traverser votre buste. Lors de votre préparation, vos hanches doivent impérativement être de profil par rapport au filet. Et au moment de déclencher votre frappe, vous devez engager une rotation violente du bassin pour repasser de face. C'est cet effet de torsion du buste, exactement comme un ressort que vous relâchez brusquement, qui va littéralement catapulter votre épaule et décupler la vitesse de votre bras. Sans cette rotation vitale, vous ne frappez qu'à la seule force de votre épaule et c'est très dangereux pour votre corps et vous n'aurez de ce fait aucune puissance. Si la puissance est primordiale en fond de cours, cet aspect s'annule immédiatement lorsque vous souhaitez servir. Et d'ailleurs, si vous savez très bien taper au fond mais que vous ne savez pas servir, c'est dommage parce que vous allez perdre énormément de points lors de la mise en jeu. Le service court, c'est le coup le plus stratégique du badminton. L'erreur absolue est d'utiliser un mouvement de balancier trop ample, ce qui détruit totalement votre régularité et donne directement des points pour l'adversaire. Pour un service court parfait, exécuté en prise revers, la simplicité doit être extrême. Placez le volant collé à votre cordage, le mouvement ne provient ni de l'épaule ni du coude, ni même d'une cassure du poignet. L'impulsion naît d'une simple pression sur le grip. Il y a un petit peu l'avant-bras, mais c'est majoritairement la pression des doigts. C'est ce simple transfert de force avec l'avant-bras et les doigts qui vous permet de contrôler le volant et de faire beaucoup moins de fautes. Et d'ailleurs, si vous voulez aller un peu plus loin sur le service, j'ai fait une vidéo dédiée au service. Vous pouvez la retrouver à la fin de cette vidéo, je vous la mettrai en suggestion. Et là maintenant, on va pouvoir passer au 14e point clé, le déplacement général. Sans un placement parfait, impossible de trouver le centre de la raquette. L'erreur la plus courante est le sous-déplacement. Vous ne vous rapprochez pas assez du volant et vous finissez le bras en hyper-extension et votre frappe totalement imprécise. A l'inverse, il faut également éviter le surdéplacement. C'est un problème que j'avais tendance à faire pour mon revers, essayer de me déplacer le plus proche possible pour effectuer une frappe parfaite, mais en réalité, ça m'handicapait plus qu'autre chose. Le secret, c'est la gestion de votre fente. Ne posez jamais votre pied avant trop tôt. Si vous ancrez votre appui avant l'impact, vous perdez toute capacité d'ajustement. Gardez ce pied en l'air une fraction de seconde supplémentaire et posez-le au moment exact où vous allez frapper pour une précision maximale. Que ce soit au filet ou en fond de cours, adaptez toujours la taille de vos pas par rapport à la trajectoire de l'adversaire. L'objectif, c'est d'arriver dans votre zone de confort, ni trop loin, ni trop près, pour pouvoir laisser votre bras s'exprimer librement. Dernier point clé, et peut-être le plus important, la vitesse de frappe. Comment est-ce que la vitesse de votre bras impacte-t-elle votre frappe? Il y a souvent deux écoles, le double où l'on préfère frapper à 100%, c'est pour ça que j'aime ça, et le simple où on va vouloir chercher à taper un peu moins fort mais privilégier l'angle et la trajectoire. Mais retenez bien ça, si vous frappez trop fort et que votre frappe est mauvaise, la solution c'est de ralentir pour chercher plus de précision. Vous devez vraiment comprendre qu'un smash bien exécuté et frappé à peu près ici sera toujours beaucoup plus efficace, même s'il est moins fort qu'un smash de brut pleine puissance qui est tapé à peu près ici. C'est logique. Si vous frappez très fort et que le volant n'avance pas, n'essayez pas de frapper plus fort, essayez de frapper mieux. Une frappe propre garantit une sortie de raquette fluide. Pour travailler ça, je vous conseille cet exercice. Essayez de faire des smatchs à droite et à gauche, mais au lieu d'engager toute votre puissance, essayez de taper à 50% en vous concentrant sur la qualité de votre geste. Et ensuite, quand vous réussirez les gestes parfaitement, essayez de monter à 60%, 70, 80, 90 et 100%. En espérant vraiment que ces 15 points clés élémentaires vous seront super utiles. Moi, je vous dis à la prochaine. Salut!